Je m'appelle Julien Vance et j'ai 32 ans. Il y a 5 ans, je suis parti de chez ma famille avec absolument rien d'autre qu'un ordinateur portable cabossé, un sac de voyage rempli de vêtements bon marché, et une rage brûlante et angoissante dans la poitrine. Alors que mon frère aîné complotait activement pour détruire le peu d'avenir misérable qu'il me restait. Alors que j'enchaînais les doubles gardes et que je m'en sortais à peine dans un studio glacial sans chauffage, mes parents, assis dans leur immense maison coloniale construite sur mesure, me disaient que j'étais une immense déception pour le nom de famille Vance. Ils se moquaient de moi. Ils riaient littéralement de mes rêves et de mes tentatives désespérées de construire une vie devant toute notre famille élargie lors du dîner de Thanksgiving, m'enlevant la moindre once de dignité tout en encensant mon frère aîné comme l'enfant chéri qui ne pouvait absolument rien faire de mal. Mais il y avait une chose énorme et bouleversante qu'ils ne savaient pas. L'ancien enquêteur privé fédéral haut de gamme que mon frère chéri avait engagé pour ruiner ma vie et me dénoncer comme un imposteur a fini par creuser profondément dans les propres comptes bancaires cachés de mon frère à la place. Et en ce moment même, mes parents arrogants sont ceux qui sanglotent de manière incontrôlable, me suppliant d'utiliser ma richesse pour réparer la réputation de la famille. Juste après avoir vu leur fils parfait et irréprochable se faire emmener d'une salle de banquet de luxe avec des menottes en acier froid et dur. Avant de vous raconter exactement comment cette incroyable catastrophe poétique s'est déroulée, s'il vous plaît, appuyez sur ce bouton j'aime si vous croyez fermement que le karma finit toujours par récupérer ses dettes. Et faites-moi une faveur personnelle. Dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Je les lis tous. Et savoir que vous êtes là me donne la force profonde de partager ce chapitre sombre de ma vie. Maintenant, revenons à cette nuit glaciale où tout a fini par voler en éclats de manière irréparable. J'ai garé ma Porsche Panamera noire élégante dans l'immense allée circulaire de l'Oak Ridge Country Club. L'air vif et mordant de l'automne du Colorado a frappé mon visage à la seconde même où j'ai ouvert la lourde portière de la voiture. Il transportait immédiatement l'odeur familière et étouffante d'aiguilles de pain fraîches, de cigares importés coûteux et de vieilles fortunes. Cela faisait 5 longues années, angoissantes et de silence complet, que je n'avais pas posé les yeux sur quiconque partageant mon nom de famille. Ce soir, c'était la célébration du 80e anniversaire de ma grand-mère Béatrice. Il y avait environ 150 invités réunis à l'intérieur de cet opulent bâtiment au sol de marbre. Ils buvaient du champagne millésimé haut de gamme, ajustaient leurs bijoux en diamants coûteux et échangeaient les mêmes commérages de quartier fatigués qu'ils recyclaient à l'infini depuis des décennies. Ils n'avaient absolument aucune idée du genre de tempête massive qui s'abattait sur eux. Mon téléphone portable personnel a vibré lourdement contre la paume de ma main. J'ai regardé l'écran brillant dans la faible lumière jaune du parking du Country Club. C'était un message urgent d'Elias Thorne, mon directeur des opérations, mon plus proche confident et ce qui se rapprochait le plus d'un vrai frère pour moi dans ce monde froid. Elias ne m'envoyait jamais de message à cette heure tardive un samedi soir, à moins que le ciel de l'entreprise ne s'effondre complètement ou qu'une bataille massive capable de changer une vie ne soit sur le point d'être gagnée. Le message était incroyablement court, mais il portait le poids dévastateur d'une arme chargée. Le bureau du procureur général vient de confirmer que le mandat est pleinement actif. Ils interviennent ce soir. L'équipe d'intervention est à 10 minutes. J'ai serré le métal coûteux du téléphone si fort que j'ai cru que l'écran en verre allait se briser dans ma main. Procureur général, mandat fédéral actif, équipe d'intervention ce soir. Ces mots terrifiants auraient dû envoyer une vague de panique massive directement dans ma poitrine. N'importe quelle personne normale serait terrifiée à l'idée qu'un raid fédéral d'envergure se produise lors d'une réunion de famille publique. Mais au lieu de la peur, j'ai ressenti un calme étrange, froid et magnifique s'installer profondément dans mes os et envahir mon âme. C'était comme une justice absolue. Ou du moins, cela ressemblait à une justification durement gagnée et attendue depuis trop longtemps pour chaque nuit blanche et pleine de larmes que j'avais endurée au cours des 5 dernières années. J'ai levé la main et j'ai soigneusement ajusté les revers de ma veste. C'était un costume Armani gris anthracite sur mesure qui coûtait nettement plus cher que ma toute première voiture. Le tissu sombre et lourd épousait parfaitement mes épaules, agissant comme une armure moderne et impénétrable contre le venin toxique dans lequel j'étais sur le point de pénétrer. La famille Vance, le groupe même de personnes qui m'avaient rejeté vicieusement comme un raté paresseux et pathétique qui jouait simplement avec des ordinateurs dans sa chambre, n'avait absolument aucune idée de ce que j'étais devenu. Ils ne savaient pas que mon petit passe-temps pathétique était maintenant Vanguard Shield, un empire de la cybersécurité de premier plan avec une valorisation boursière certifiée à Wall Street de 180 millions de dollars. J'ai levé les yeux vers les immenses lustres en cristal brillant, clairement visibles à travers les lourdes portes en verre de l'entrée du Country Club.
Le jeune voiturier s'est approché prudemment de ma voiture, observant les lignes élégantes et agressives de la Porsche avant de me demander poliment mes clés. Je les lui ai remises machinalement, remarquant que mes mains tremblaient d'une fraction de millimètre. Ce n'était absolument pas par peur du moment présent. Je n'avais plus peur de ces gens. Mon compte en banque et mes réalisations m'avaient définitivement protégé de leurs menaces financières. Le léger tremblement de mes doigts provenait purement des sombres fantômes du passé. Le souvenir angoissant de la nuit pluvieuse où je les avais finalement quittés m'a submergé, étouffant et incroyablement vif, me ramenant violemment en arrière dans le temps au moment même où le voiturier emportait ma belle voiture dans l'ombre. Pour quiconque regarde cette vidéo en ce moment et a déjà été le bouc émissaire désigné d'un système familial narcissique hautement toxique, vous savez exactement de quel genre de douleur je parle. Vous connaissez le poids physique écrasant d'entrer dans une pièce où tout le monde a déjà décidé que vous étiez le méchant, le raté et l'éternel enfant à problème. Vous passez toute votre jeunesse à courir dans une roue de hamster, essayant désespérément de leur prouver qu'ils ont tort, essayant d'obtenir un seul mot d'éloge sincère, pour réaliser lentement que les objectifs seront constamment déplacés plus loin. Ils ne veulent pas que vous réussissiez, car votre échec et votre misère sont le fondement même de leur complexe de supériorité tordu. Si vous gagnez, tout leur récit s'effondre. Debout seul sur ces marches de marbre glacial, écoutant les sons étouffés et joyeux d'un groupe de jazz en direct jouant à l'intérieur de la salle chaleureuse. J'ai réalisé avec une clarté absolue que je n'étais plus le garçon brisé et terrifié de 27 ans qui s'était enfui au milieu de la nuit avec des larmes dans les yeux. J'avais construit un empire massif à partir de rien. Je payais des salaires très compétitifs à des centaines d'employés brillants qui comptaient sur mon leadership. Je négociais personnellement d'importants contrats classifiés avec des agences gouvernementales fédérales. Pourtant, en regardant ces grandes portes en bois, une petite partie endommagée de mon cerveau murmurait encore doucement les insultes cruelles et acides que ma mère me lançait à la moindre erreur. J'ai pris une grande inspiration, laissant l'air glacial de l'hiver du Colorado remplir complètement mes poumons, et je me suis préparé à entrer directement dans la fosse aux lions. Je pensais sincèrement que le pire de ma vie était derrière moi. J'avais tellement tort. Le cauchemar entrait à peine dans son dernier acte. C'était il y a exactement 5 ans. J'avais 27 ans, assis à la table à manger en acajou étouffante et incroyablement lourde de la grande maison coloniale de mes parents, décorée de manière agressive. Le grand lustre en cristal au-dessus de nous captait la lumière du soir, brillant intensément sur une dynamique familiale complètement pourrie jusqu'au cœur. J'étais physiquement épuisé d'enchaîner 2 emplois sans avenir, financièrement désespéré et croyant encore naïvement que si je travaillais un peu plus dur, si je leur prouvais mon potentiel caché, je pourrais un jour gagner une infime fraction de leur respect. Mon père, Richard Vance, un homme dont la personnalité et l'identité entière étaient complètement enveloppées dans la domination immobilière locale, les adhésions exclusives au country club et les réunions de copropriété très disputées et agressives, m'a regardé par-dessus son assiette coûteuse de côte de bœuf. Sa voix portait ce ton grinçant de mépris absolu qu'il me réservait exclusivement. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit que jouer avec du code dans ma chambre sombre n'était pas une vraie carrière. Et a dit que c'était un fantasme enfantin et pathétique, un gaspillage complet d'oxygène, et que j'épuisais rapidement la patience et les ressources de la famille. Il m'a rappelé bruyamment qu'il avait construit un empire immobilier de ses propres mains, ignorant complètement l'important héritage qu'il avait reçu de son propre père pour démarrer son entreprise. Ma mère, Eleanor, était assise juste à côté de lui. Elle a posé son verre de vin en cristal sur la table avec un tintement délicat et très étudié qui résonnait comme le marteau d'un juge. Elle m'a regardé avec des yeux froids et vides, totalement dépourvus de chaleur maternelle ou d'empathie humaine fondamentale. Devant mes tantes silencieuses, mes oncles moralisateurs et mes cousins qui chuchotaient, elle m'a demandé bruyamment pourquoi je ne pouvais pas ressembler beaucoup plus à Carter. Elle a évoqué malicieusement l'important fonds d'études qu'ils avaient généreusement fourni à Carter, comparant ses études à l'Ivy League sans dette aux prêts étudiants écrasantes sous lesquels je me noyais actuellement parce qu'il refusait catégoriquement de co-signer le moindre document pour mes études universitaires d'État. Elle s'est moquée ouvertement de mon manque flagrant de salaire d'entreprise stable et a demandé avec un sourire vicieux comment je pourrais un jour acheter ma propre maison, suggérant que je finirais probablement par louer un sous-sol misérable pour le reste de ma vie pathétique. Carter, mon frère aîné, l'enfant chéri brillant de l'impeccable héritage Vance, l'homme qui ne pouvait absolument rien faire de mal à leurs yeux aveuglés, était assis confortablement dans sa chaise de salle à manger en cuir coûteux. Avec un sourire suffisant et condescendant que j'avais appris à détester de toutes les fibres de mon être.
Il s'est essuyé la bouche avec une serviette en lin impeccable et a annoncé haut et fort à toute la table qu'il avait en fait une solution brillante pour ma vie pathétique et sans direction. Il m'a généreusement offert un poste d'assistant à temps partiel dans son bureau d'association caritative. Un salaire minimum à temps partiel pour organiser ses dossiers en désordre, répondre à ses appels téléphoniques et aller lui chercher ses cafés glacés coûteux. Cette offre incroyablement insultante a été faite juste après que j'eus passé 3 années éreintantes, privé de sommeil, à concevoir seul des protocoles de logiciels de sécurité complexes et révolutionnaires que des entreprises technologiques de taille moyenne commençaient à tester en version bêta. Le visage de ma mère s'est instantanément illuminé de joie, agissant comme si Carter venait de guérir à lui seul une maladie mondiale majeure. Elle a tendu la main, lui a tapoté affectueusement la main et l'a félicité chaleureusement d'être toujours aussi incroyablement gracieux et de veiller sur son petit frère troublé, jaloux et sans direction. À ce moment précis et douloureux, le poids écrasant et insupportable de 27 années passées à être le punching ball officiel de la famille a fini par me briser. Je suis resté assis là à regarder leur visage souriant et condescendant, et j'ai réalisé l'horrible et indéniable vérité. Le jeu était entièrement et définitivement truqué contre moi. Ils ne voulaient pas que je réussisse, sous aucun prétexte. Ils avaient désespérément besoin que j'échoue lamentablement pour que Carter puisse constamment passer pour un sauveur brillant et bienveillant en comparaison. Ils avaient besoin que je reste petit, pathétique, financièrement dépendant et émotionnellement brisé pour qu'ils puissent se sentir puissants et moralement supérieurs. Les comparaisons quotidiennes constantes, l'humiliation publique à chaque réunion de famille, le refus délibéré de toute affection de base, tout cela était un système soigneusement construit et hautement abusif conçu pour me maintenir fermement tout en bas de leur hiérarchie tordue. Je me suis levé brusquement de la table. Ma lourde chaise en bois a grincé bruyamment contre le parquet impeccable, faisant instantanément taire toute la salle à manger. Le visage de mon père est immédiatement devenu d'un violet de colère sous l'effet d'une rage explosive face à ce grave manquement à l'étiquette lors de son dîner parfait et coûteux. Le faux sourire bienveillant de Carter a légèrement fléchi, rapidement remplacé par un regard de confusion sincère. J'ai regardé mes parents droit dans les yeux, je leur ai dit de bien me surveiller, et j'ai tourné le dos. Je suis sorti directement par la porte d'entrée sous la pluie glaciale d'octobre, laissant tout derrière moi. J'ai bloqué définitivement tous leurs numéros de téléphone. Le lendemain matin, j'ai changé d'adresse email personnelle. J'ai emménagé dans un studio minable et exposé au courant d'air situé juste au-dessus d'une laverie automatique bruyante ouverte 24 heures sur 24, où le chauffage fonctionnait à peine pendant le rude hiver. J'ai survécu uniquement grâce à des nouilles instantanées bon marché, de l'eau du robinet et une pure force de volonté. J'ai déversé chaque once de ma colère angoissante, de ma trahison profonde et de ma grave dépression dans le clavier de mon ordinateur portable. Je codais activement pendant 18 heures éreintantes par jour. Lorsque mon maigre compte en banque a fini par atteindre 0, j'ai contracté des prêts personnels à taux d'intérêt incroyablement élevés qui me terrifiaient. Lorsque ces fonds se sont taris, j'ai codé encore plus vite. J'ai sacrifié toute ma jeunesse, ma vie sociale, mon sommeil et ma santé mentale pour bâtir Vanguard Shield à partir de rien. C'était un travail brutal, incroyablement solitaire et usant pour l'âme. Je n'avais pas de filet de sécurité familiale riche, de fonds fiduciaires ou d'héritage garanti pour me rattraper si j'échouais. Je n'avais que ma rage brute et non filtrée. Durant ces amères années d'isolement, j'ai rencontré Elias Thorne. C'était un architecte réseau brillant et farouchement loyal qui avait lui aussi été profondément blessé par le monde toxique des entreprises. Il est devenu ma toute première recrue officielle, puis mon partenaire commercial de confiance, et enfin mon indispensable directeur des opérations. Elias a vu ma immense valeur bien avant que j'aie un salaire de PDG de plusieurs millions de dollars, un magnifique bureau d'angle ou une voiture de sport de luxe. Ensemble, travaillant dans des cafés étroits et sur des bureaux loués bon marché, nous nous sommes frayés un chemin jusqu'au sommet de l'industrie très compétitive de la cybersécurité. Finissant par décrocher d'importants et lucratifs contrats de défense gouvernementaux et à construire une forteresse numérique imprenable que les concurrents enviaient profondément. Retour au présent. J'étais assis confortablement dans mon bureau de penthouse élégant et hautement sécurisé à Denver, examinant attentivement un contrat gouvernemental de plusieurs millions de dollars classé secret défense, lorsque mon téléphone personnel a sonné. C'était un message urgent de ma cousine Maya. Elle était l'une des très rares personnes de la famille dont je n'avais pas bloqué définitivement le numéro, principalement parce qu'elle me défendait courageusement quand nous étions enfants dans le jardin. Le message disait « Julian, tu dois être très, très prudent en ce moment. Carter a appelé tout le monde dans la famille cette semaine.
Il dit qu'il va révéler publiquement la vérité sur ta fausse vie et ta prétendue entreprise frauduleuse à la fête de grand-mère ce week-end. Il prépare quelque chose d'énorme. Il a engagé quelqu'un et il a l'air incroyablement confiant. Mon sang s'est glacé dans mes veines. Révéler ma fausse vie. J'avais été un fantôme absolu pendant 5 longues années. J'avais délibérément gardé un profil très bas, n'utilisant que mes initiales pour tous les dépôts légaux de l'entreprise et évitant rigoureusement les apparitions publiques ou les interviews dans les magazines. Que pouvait bien savoir Carter sur ma vie actuelle? J'ai immédiatement pris une capture d'écran du message inquiétant et je l'ai envoyé directement à Elias sur notre serveur sécurisé. Il a répondu en moins de 10 secondes qu'il s'en occupait et qu'il passait déjà des appels à ses contacts. 2 heures plus tard, la lourde porte en chaîne insonorisée de mon bureau de direction s'est ouverte. Elias est entré. Il n'avait pas l'air affolé, mais sa mâchoire carrée était serrée de manière extrêmement tendue. Il a traversé la pièce en silence et a déposé un dossier en carton craft épais directement au centre de mon bureau en acajou. Il m'a regardé, ses yeux sombres empreints d'un sérieux absolu, et m'a dit que Carter avait officiellement engagé un détective privé pour me détruire. L'air dans mon grand bureau semblait soudain trop rare pour être respiré. Mon propre frère avait engagé un professionnel pour fouiller dans ma vie privée. La tempête n'approchait pas seulement de la rive, elle était déjà à l'intérieur de ma maison, arrachant violemment les planches du sol. J'ai fixé le dossier marron épais et menaçant posé sur mon bureau comme s'il s'agissait d'une grenade active, prête à exploser. Elias s'est assis lourdement dans le fauteuil en cuir en face de moi, sa posture habituellement détendue étant inhabituellement rigide. Il s'est penché en avant, les coudes sur les genoux, et m'a dit que le détective privé s'appelait Victor Sterling. Sterling était un ancien agent du FBI hautement décoré avec plus de 20 ans d'expérience sur le terrain. Il opérait désormais en tant qu'expert en jury comptabilité financière haut de gamme, spécialisé exclusivement dans les fraudes d'entreprises complexes, la recherche d'actifs et les vérifications approfondies d'antécédents pour des clients fortunés. Sterling était le genre d'homme dangereux qui ne jouait pas à des jeux stupides, n'acceptait pas de pots de vin illégaux et ne travaillait certainement pas pour pas cher. J'ai demandé à Elias, la voix à peine plus haute qu'un murmure enroué, ce que Carter savait exactement. J'avais passé 5 ans à garder méticuleusement mon nom complet hors de la presse technologique pour protéger mon calme durement gagné. Je voulais une séparation absolue et impénétrable d'avec le nom hautement toxique des Vance et tout drame futur concernant des demandes d'héritage familial ou des batailles ridicules pour les actifs de mon entreprise. Elias a poussé un soupir lourd et frustré. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit que Carter savait absolument tout. Il connaissait le nom officiel de l'entreprise, Vanguard Shield. Il était au courant de notre récent article dans le magazine Forbes. Il connaissait la valorisation boursière certifiée de 180 millions de dollars. Et le pire de tout, il savait que j'en étais le fondateur et PDG unique. Mon estomac est tombé dans mes talons. Carter n'avait pas seulement découvert que j'étais en vie et que je fonctionnais dans la société, il avait découvert que j'avais un succès fou, indéniable et indécent. Alors que lui jouait le rôle soigneusement mis en scène du directeur d'association caritative noble et dévoué dans notre petite ville natale, conduisant une berline de milieu de gamme et agissant comme un saint des temps modernes. Je construisais tranquillement un empire d'entreprises massif qui éclipsait complètement et de loin tout le portefeuille immobilier si vanté de notre père. L'ego incroyablement fragile et artificiellement gonflé de Carter ne pourrait jamais supporter cette réalité écrasante. Je savais exactement ce qu'il préparait frénétiquement. Il allait complètement déformer mon immense succès, prétendant probablement à toute la famille que j'étais profondément impliqué dans de l'espionnage industriel illégal, du blanchiment d'argent international ou une gigantesque pyramide de Ponzi. Et il prévoyait de me détruire publiquement devant grand-mère Béatrice et toute la famille élargie. Mais Elias n'avait pas fini de parler. Un sourire sombre, féroce et profondément satisfait s'est dessiné lentement sur son visage d'ordinaire stoïque. Il s'est penché en avant, a tapoté le dossier marron du doigt et m'a dit que Victor Sterling était un homme d'une éthique absolue et sans compromis. Lorsque Sterling avait accepté ce travail d'investigation pour fouiller dans ma vie, il avait exigé des frais de provision non remboursables de 50 000 $, payés d'avance. Carter, aveuglé par son besoin désespéré de me ruiner, lui avait envoyé l'argent par virement sans hésiter. Mais Sterling, en tant qu'expert méticuleux en jury comptabilité, vérifiait systématiquement l'origine des fonds payant ses factures pour s'assurer qu'il ne recevait pas accidentellement de l'argent de la drogue blanchie ou ne devenait pas le complice involontaire d'un délit financier fédéral. Elias a ouvert lentement le dossier épais et a glissé un relevé bancaire officiel surligné directement vers moi sur le bureau.
Sterling avait remonté la trace de l'argent. Il avait découvert que le paiement massif de Carter ne provenait pas d'un compte courant personnel ou d'un prêt commercial légitime. Il provenait d'un compte écran profondément dissimulé, directement lié au fonds de fonctionnement de sa chère association caritative pour enfants. Sterling, alerté par ce signal d'alarme flagrant, a creusé beaucoup plus profondément dans les finances de l'association. En 3 jours d'un travail intensif, le détective a découvert que mon frère parfait, l'enfant chéri, détournait systématiquement et massivement des fonds. Carter avait volé plus de 420 000 $ à son propre organisme à but non lucratif au cours des 4 dernières années. Il avait secrètement financé ses vacances de luxe en Europe, sa garde-robe de marquer sa réputation de prestige en utilisant l'argent volé de l'association, initialement destiné exclusivement à des jeunes défavorisés et en détresse. Mais c'était encore pire. Tellement pire que j'en ai eu la nausée en regardant les documents. Elias a glissé un autre document sur le bureau. C'était un journal de transfert bancaire confidentiel. Carter n'avait pas seulement volé des enfants malades et vulnérables. Il avait malicieusement volé 25 000 $ directement dans le fonds fiduciaire médical privé et protégé de notre grand-mère. Il avait littéralement volé l'argent vital mis de côté pour les soins de fin de vie de Béatrice. De l'argent strictement destiné à la protéger dans sa vieillesse fragile, simplement pour payer le contrat de l'onéreuse location d'une voiture de sport de luxe qu'il n'avait pas les moyens de s'offrir. Je me suis adossé lourdement à mon fauteuil de direction, paralysé par l'ampleur stupéfiante de la trahison. Mon frère n'était pas seulement un enfant chéri arrogant et favorisé, c'était un monstre calculateur se cachant derrière un costume de marque et un faux sourire bienveillant. Et parce que Victor Sterling était un ancien agent fédéral de police criminelle strictement tenu par des lois de signalement extrêmement sévères et sa propre éthique personnelle, il n'a pas simplement remis ces informations dévastatrices à Carter. Sterling a immédiatement transmis l'intégralité de son dossier d'enquête détaillé, y compris les preuves irréfutables de la fraude de l'association, les signatures bancaires forgées et le vol odieux du fonds médical, directement au bureau du procureur général du Colorado. Carter avait engagé un homme dangereux et hautement qualifié pour me détruire complètement. Et dans ce processus incroyablement ironique, il avait littéralement fourni aux autorités fédérales le plan parfait et incontestable pour démanteler sa propre fausse vie. Alors que j'assimilais lentement cette révélation bouleversante, mon téléphone personnel a sonné bruyamment sur le bureau, brisant le silence. C'était un numéro inconnu, mais l'indicatif régional appartenait clairement à ma ville natale. J'ai répondu prudemment, activant immédiatement le haut-parleur pour qu'Elias puisse entendre chaque mot. C'était mon père, Richard. Je n'avais pas entendu sa voix rauque, autoritaire et intimidante depuis 5 longues années de paix. Il n'a pas dit bonjour. Il ne m'a pas demandé comment j'allais. Il a immédiatement lancé une tirade dure et autoritaire. Il m'a dit qu'il m'était strictement et absolument interdit d'assister à la fête du 80e anniversaire de ma grand-mère Béatrice, sous aucun prétexte. Il a déclaré furieusement que Carter venait d'informer toute la famille que je faisais l'objet d'une vaste enquête fédérale pour une arnaque technologique illégale et que je prévoyais désespérément de me présenter à la fête pour mendier de l'argent afin de payer mes frais juridiques imminents. Mon propre père le croyait sur parole. Il m'a dit que j'étais une honte pathétique et dégoûtante, un criminel avéré, et que ma simple présence entacherait définitivement le bon nom de la famille et ruinerait complètement ses négociations immobilières délicates à venir. Avant même que je ne puisse formuler la moindre réponse à cette projection insensée et délirante, la ligne a coupé d'un coup sec. Il m'avait raccroché au nez. 10 minutes plus tard, alors que je fixais encore le téléphone muet, il a sonné de nouveau. Cette fois, l'écran indiquait que c'était ma tante Clara, la sœur cadette de ma mère, incroyablement amère. Clara jouait toujours le rôle hypocrite de la tante douce et profondément inquiète, mais c'était une commère toxique et manipulatrice qui se délectait de la misère des autres. D'une voix mielleuse et totalement fausse, elle m'a dit qu'elle était tellement désolée d'apprendre que ma vie s'était complètement effondrée. Elle m'a dit qu'elle avait tout appris de Carter sur mon procès imminent, mes dettes massives et ma faillite inévitable, et elle m'a vivement conseillé de rester à l'écart de la fête pour m'éviter l'humiliation publique d'affronter tout le monde dans ma déchéance. Elle n'appelait pas par amour. Elle cherchait activement des détails croustillants, essayant de jouer les espionnes pour rapporter des ragots à ma mère. Je ne lui ai absolument rien donné. Je lui ai simplement dit d'une voix neutre que je la verrais samedi soir, et j'ai immédiatement raccroché, coupant court à son cri de surprise étouffé. Il serrait les rangs. Carter tissait frénétiquement un tissu de mensonges pour discréditer préventivement mon existence entière avant que je ne puisse entrer dans cette salle de banquet et me défendre avec la vérité. Il pensait profondément avoir le dessus.
Il croyait encore que j'étais le gamin terrifié et influençable de 27 ans qu'il pouvait intimider pour me réduire au silence. Il allait découvrir exactement quel genre d'homme dangereux j'étais devenu dans l'ombre pendant qu'ils jouaient à leurs jeux familiaux malsains. J'allais droit vers la tempête, et j'apportais la foudre avec moi. La veille de la grande fête d'anniversaire tant attendue était très tendue. Le ciel de Denver, visible à travers l'immense baille vitrée de Mont Penthouse, affichait des nuances de violet et d'orange foncé. La ville animée en contrebas n'était qu'un réseau de feux de freinage rouge et de lampadaires brillants, totalement indifférente au chaos qui se préparait dans ma vie privée. Mon téléphone a sonné à nouveau, rompant le silence de la pièce. J'étais presque tenté de jeter l'appareil à la poubelle, supposant qu'il s'agissait encore d'une tante toxique, d'un oncle en colère ou d'un cousin moralisateur m'ordonnant de rester à l'écart de l'Oak Ridge Country Club pour protéger leur statut social si fragile. Mais le nom qui s'est affiché m'a fait rater un battement. C'était ma grand-mère Béatrice. J'ai répondu immédiatement, retenant mon souffle. Sa voix était faible au haut-parleur, trahissant son grand âge, mais elle possédait une clarté tranchante comme un rasoir qui exigeait une attention absolue. Elle ne semblait pas fragile, faible ou confuse. Elle ressemblait à un général d'armée expérimenté commandant calmement ses troupes sur un champ de bataille. Elle m'a demandé directement, sans préambule, si mon père m'avait appelé pour m'exclure officiellement de sa célébration. Je lui ai dit que oui et j'ai expliqué brièvement, en gardant une voix très calme, les mensonges horribles qu'il avait proférés sur moi au sujet de la fausse enquête fédérale. Béatrice a laissé échapper un rire sec, aigu et incroyablement froid qui ressemblait au craquement de la glace sur un lac gelé. Elle m'a dit fermement que Richard, son propre fils arrogant, n'avait jamais dicté la liste des invités de son anniversaire, et qu'il ne contrôlait aucun aspect de sa vie ni de ses finances importantes. Elle m'a ordonné avec une autorité absolue d'être présent. J'ai hésité un court instant. Je lui ai dit honnêtement que Carter prévoyait une scène publique majeure, que les choses allaient tourner au vinaigre très rapidement, et que je ne voulais pas gâcher son anniversaire avec nos drames familiaux toxiques. Je lui ai dit qu'elle méritait une soirée paisible et chaleureuse. Il y a eu un long silence lourd de sens. Puis Béatrice a lâché une phrase qui m'a donné des frissons. « Julian, tu viens à ma fête. Tu mets ton plus beau costume, le plus cher. Tu te tiens très droit, et tu laisses ton frère arrogant débiter ses pires méchancetés. Un prédateur est toujours plus vulnérable juste avant de croire qu'il a enfin capturé sa proie. Le filet est déjà en train de se refermer sur lui. » Elle a raccroché d'un coup sec avant que je ne puisse lui poser de questions. Un prédateur pris au piège. Savait-elle? Comment pouvait-elle savoir pour la fraude de l'association et le vol des fonds médicaux? Mon esprit tournait à toute allure pour relier les points. Béatrice avait toujours été incroyablement perspicace, bien plus que mes parents arrogants ne voulaient l'admettre. Ils la traitaient constamment comme une antiquité fragile qu'il suffisait de dépoussiérer de temps en temps. Mais elle avait survécu à la Grande Dépression, enterré un mari difficile et construit seule la fortune familiale initiale dont mon père aimait tant se vanter aujourd'hui. J'ai passé les heures suivantes assis seul dans le silence pesant de mon bureau de direction. Je n'ai pas regardé mes tableurs financiers complexes. Je n'ai pas examiné de protocole de sécurité avancé ni répondu aux emails urgents de mes clients. Je me suis contenté de rester assis dans mon grand fauteuil en cuir, fixant la ville lumineuse, laissant le silence m'envelopper. J'avais besoin de me recentrer complètement. Je devais m'assurer que lorsque je franchirais les portes de ce country club le lendemain soir, je serais définitivement et totalement libéré de ce besoin désespéré et pathétique de leur approbation qui avait si longtemps dirigé mes pensées et mes actes. Elias a frappé doucement à la porte vitrée avant d'entrer en silence. Il tenait sa mallette en cuir, prêt à rentrer chez lui pour le week-end. Il s'est arrêté sur le pas de la porte et m'a observé attentivement. Il avait traversé l'enfer avec moi au cours de ces 5 dernières années. Il connaissait intimement le tribut émotionnel dévastateur que ce groupe de personnes toxiques avait prélevé sur mon âme et ma santé mentale. Il m'a demandé très sérieusement si j'étais sûr à 100% de vouloir faire cela. Il m'a rappelé logiquement que le bureau du procureur général n'avait pas besoin de ma présence physique pour exécuter le mandat d'arrêt fédéral contre Carter. Je pouvais rester tranquillement ici à Denver, boire un verre de scotch hors de prix et lire paisiblement l'arrestation humiliante de Carter dans le journal du dimanche matin. Ce serait sans danger, propre et à l'abri des éclats émotionnels. J'ai regardé Elias et j'ai secoué la tête fermement. Je lui ai dit que m'enfuir il y a 5 ans était une question de survie désespérée. Rester à l'écart aujourd'hui, caché dans ma tour de verre pendant qu'il calomniait mon nom devant toute la famille, serait de la pure lâcheté.
Je devais leur faire face. Je devais regarder ma mère cruelle et mon père arrogant droit dans les yeux lorsque l'illusion parfaite de leur fils chéri volerait en éclats sur le sol de marbre. Je n'allais pas à Oak Ridge pour une vengeance mesquine. J'allais réclamer de manière permanente et agressive le récit de ma propre vie. Elias a hoché la tête lentement, un profond respect se lisant sur son visage. Il m'a dit qu'il garderait son téléphone allumé toute la nuit et qu'il surveillerait les canaux de transmission de la police du procureur général pour suivre parfaitement les mouvements des autorités fédérales. Nous nous sommes serrés la main, une poignée ferme, puissante et ancrée entre deux hommes dont la fraternité s'était forgée dans le feu partagé des épreuves, et non par le hasard biologique d'un sang partagé. Le lendemain soir, je suis descendu dans le parking souterrain hautement sécurisé de mon immeuble de luxe. Mes pas lourds résonnaient puissamment contre les murs de béton froid. Je me suis approché de ma Porsche Panamera noire, le métal de luxe brillant sous les néons crus. Je me suis glissé sur le siège conducteur, la lourde portière blindée se refermant dans un bruit sourd et satisfaisant qui coupait tout bruit extérieur. J'ai serré le volant en cuir jusqu'à ce que mes articulations deviennent blanches. La matière était fraîche sous mes mains tendues. J'ai pris une profonde inspiration, retenant l'air dans mes poumons jusqu'à ce que ma poitrine me brûle. Puis j'ai expiré lentement. Avec ce seul souffle, je me débarrassais enfin des derniers restes de ce garçon faible et en quête d'approbation que ma famille toxique pensait encore connaître. J'ai appuyé sur le bouton d'allumage. Le rugissement puissant du moteur de la Porsche a résonné violemment dans le garage vide. J'ai quitté le parking pour m'élancer dans la nuit glaciale du Colorado, dirigeant la voiture directement vers l'Oak Ridge Country Club. J'ai traversé les routes sinueuses, parfaitement entretenues et huppées de ma ville natale, passant devant les immenses propriétés, les portails en fer forgé et les pelouses impeccables qui avaient défini mon enfance misérable et étouffante. Je me suis garé devant l'entrée grandiose du Country Club. J'ai vérifié le message urgent d'Elias une dernière fois, le mandat était pleinement actif, les agents fédéraux étaient en route et à quelques minutes de là. Je suis sorti de la Porsche, j'ai ajusté calmement les revers de mon costume gris anthracite à $3000, et j'ai regardé les grandes doubles portes de la salle de bal où toute ma famille m'attendait pour me détruire. J'étais absolument prêt. La tempête était enfin là, et je me tenais pile au centre de son œil. Je pensais que le pire était passé. Je pensais que le plus dur était de se présenter. J'avais tellement tort. J'ai pris une dernière et profonde inspiration de l'air glacial de l'hiver, gonflant ma poitrine contre mon gilet sur mesure, et j'ai poussé avec force les lourdes portes en chêne de la salle de bal de l'Oak Ridge Country Club. Le changement immédiat dans l'atmosphère de la pièce fut indéniable et incroyablement satisfaisant à observer. Ce fut comme une onde de choc physique traversant la salle de banquet opulente et bondée. La musique de jazz entraînante jouée par un quatuor à cordes coûteux dans le coin a semblé baisser de volume d'un coup, les musiciens hésitant alors que l'énergie de la pièce s'effondrait. Les 150 invités fortunés, vêtus de robes de soirée de créateurs et de smoking sur mesure, ont simultanément tourné la tête vers l'entrée. Les fourchettes en argent se sont figées à mi-chemin des bouches ouvertes. Les coupes de champagne en cristal sont restées suspendues en l'air, captant la lumière des grands lustres. Le murmure constant des commérages s'est éteint en une seconde, remplacé par un silence épais, étouffant et incroyablement lourd que l'on aurait pu couper au couteau. Ils avaient tous été préparés par mon frère aîné, Carter, et ma mère manipulatrice, Eleanor, au cours des dernières semaines. Ils s'attendaient sincèrement à voir un homme brisé, humilié et ruiné financièrement franchir ces grandes portes en bois. Ils s'attendaient à regarder de haut le bouc émissaire de la famille Vance, rampant à genoux pour mendier une aide financière, un endroit où dormir ou de l'aide face à un procès fédéral fictif qu'on leur avait fait croire dévastateur pour ma vie. Au lieu d'un garçon brisé, ils ont trouvé l'homme que j'étais devenu. Je n'ai pas fui leurs regards inquisiteurs et moralisateurs. Je n'ai pas baissé les yeux vers le sol de marbre ni frotté nerveusement ma nuque comme je le faisais autrefois lorsque mon père me réprimandait en public. Je me tenais droit, vêtu d'un costume Armani gris anthracite sur mesure impeccable à $3000 qui agissait comme une armure moderne. Ma posture était droite, ma mâchoire serrée et mon expression totalement impassible et glaciale. 5 années de thérapie intensive, d'innombrables nuits blanches et l'effort de titan pour bâtir un empire de la cybersécurité de $180 millions à partir de rien m'avaient donné quelque chose que ces gens superficiels ne pouvaient pas comprendre, une confiance en moi inébranlable et blindée qui rayonnait de tout mon être. J'ai balayé lentement la salle du regard, m'assurant de croiser les yeux de chaque personne qui s'était moquée de mon absence de salaire d'entreprise stable ou de mon incapacité à acheter de l'immobilier local. J'ai rapidement repéré mon père, Richard, debout près du buffet de fruits de mer.
Son visage ridé s'est immédiatement contracté en un masque de fureur pure à la seconde où il a reconnu ma silhouette. Ses articulations sont devenues blanches tant il serrait son verre de scotch en cristal. C'était un homme hautement toxique dont l'ego fragile reposait uniquement sur sa réputation immobilière locale et sa domination perçue sur sa famille. Il considérait manifestement ma simple présence, sereine et visiblement aisée, comme une menace directe envers son autorité patriarcale absolue. À côté de lui se tenait ma mère, Eleanor. En me voyant, elle a fait un pas en arrière théâtral, manquant de renverser un grand arrangement floral. Sa main tremblante s'est portée sur son collier de perles coûteux, ses yeux écarquillés par un choc sincère. Je ne ressemblais certainement pas au raté ruiné qu'elle avait décrit avec joie à ses amis du country club toute la soirée. J'avais l'air d'un homme capable d'acheter le country club tout entier et de le raser juste pour s'amuser. Et puis, en cherchant plus loin, j'ai enfin vu Carter, mon frère chéri arrogant, debout près de la table d'honneur, un micro sans fil dans sa main parfaitement manucurée. Il était visiblement en train de préparer l'humiliation publique qu'il avait orchestrée pour mon arrivée. Lorsque nos regards se sont croisés à travers la pièce silencieuse, j'ai vu un éclair de panique terrifié traverser ses pupilles dilatées, sa bouche s'ouvrant légèrement avant de se refermer brusquement. Il a rapidement retrouvé sa contenance, son visage s'empourprant d'une indignation feinte. Mais c'était déjà trop tard. J'avais vu sa peur brute. Il savait que je n'avais pas l'air d'un homme acculé par la faillite, mais plutôt de son pire cauchemar. Je ne me suis pas précipité vers mes parents ni vers mes oncles et tantes pour m'expliquer désespérément ou mendier leur acceptation. Je me suis simplement avancé lentement et délibérément dans la pièce, avec l'autorité tranquille d'un homme qui possède le sol sous ses pieds. J'ai trouvé un espace libre près du mur du fond, je me suis adossé nonchalamment à une colonne de marbre, j'ai croisé les bras et j'ai attendu. J'étais parfaitement disposé à les laisser faire le premier pas. Mon oncle Arthur, le frère cadet de mon père, qui avait toujours suivi aveuglément la hiérarchie familiale pour garantir son héritage, me fixait depuis sa table. Il semblait complètement ahuri, ses yeux passant de mes chaussures en cuir italien à l'aura de commandement que je dégageais naturellement. Ma tante Clara, la commère en chef, chuchotait déjà à l'oreille de son mari, essayant sans doute de fabriquer une nouvelle histoire de toute pièce pour expliquer pourquoi le neveu prétendument ruiné ressemblait plus à un cadre de Wall Street qu'à un criminel sans abri. Carter a enfin retrouvé sa voix. Il s'est vite rendu compte que toute la salle l'observait intensément, attendant que l'enfant chéri parfait gère cette situation inattendue et tendue. Il a tapoté le micro 2 fois. Le larcène électronique aigu a transpercé la tension étouffante de la pièce, faisant grimacer plusieurs invités âgés. Mesdames et messieurs, chers membres de la famille et amis, a commencé Carter, de sa voix mielleuse et fausse qu'il avait perfectionnée au fil des ans à la tête de son association caritative pour enfants. Ce soir, nous sommes réunis dans ce magnifique cadre pour célébrer les 80 ans inspirants de notre grand-mère bien-aimée Béatrice. Il s'est interrompu pour désigner théâtralement la table d'honneur où Béatrice était assise. Elle avait l'air impériale et sereine dans son élégante robe vert émeraude, ses yeux gris et perçants fixés sur Carter, ne laissant rien paraître du piège qu'elle avait aidé à concevoir. Mais, a poursuivi Carter, sa voix descendant d'un ton pour simuler une profonde douleur émotionnelle et un lourd fardeau familial, il semble que nous devions faire face à une perturbation inattendue ce soir. Nous accueillons quelqu'un de retour parmi nous. Bien que le mot retour soit bien généreux pour quelqu'un qui a abandonné cette famille aimante il y a 5 ans sans un seul mot d'explication. L'accentuation théâtrale du mot abandonné dégoulinait de venin. Un murmure de réprobation a parcouru les tables des parents les plus âgés. Des têtes grisonnantes hochaient la tête en signe d'accord. La famille Vance avait toujours été douée pour le jugement collectif aveugle et la honte publique. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas versé une goutte de sueur. Je suis resté là, debout contre la colonne de marbre, regardant un homme condamné creuser sa propre tombe devant un public. Carter, sentant le soutien de la pièce, s'est lancé pleinement dans son spectacle de manipulation. Il a abandonné l'attaque qu'il avait initialement prévue sur mon entreprise, réalisant sans doute que mon apparence aisée contredisait l'histoire de la faillite. Il a visé directement la fibre sensible de la loyauté familiale et de la culpabilité. Nous savons tous à quoi ressemble le vrai succès dans notre communauté, a clamé Carter dans le micro, arpentant la scène avec l'arrogance d'un télévangéliste. Le succès ne consiste pas à accumuler un salaire d'entreprise de manière égoïste ou à fuir les personnes qui vous ont élevé, nourri et soutenu. Le vrai succès réside dans la loyauté familiale inébranlable. Mes parents exceptionnels, Richard et Eleanor, ont tout sacrifié pour nous.
Ils ont fourni un fonds d'études entièrement financé, une maison magnifique et un héritage immobilier prestigieux dont nous devrions tous être fiers. Et quelle est leur récompense? Un fils ingrat qui leur tourne le dos parce que son ego fragile l'a convaincu qu'il était meilleur que sa propre chair et son propre sang. Il s'est arrêté et a pointé un doigt accusateur et tremblant vers moi à travers la pièce silencieuse. Tous les regards ont suivi sa main. Si cette humiliation publique hautement coordonnée s'était produite il y a 5 ans, je me serais complètement effondré. Le Julien terrifié de 27 ans aurait été anéanti par cette mise au pilori publique. Je me serais débattu pour me défendre verbalement, le visage brûlant de honte, la voix tremblante en énumérant mes réalisations d'entreprise comme un CV désespéré, les suppliant de voir ma valeur. Mais ce jeune homme désespéré était mort la nuit où j'avais quitté leur salle à manger sous la pluie glaciale. Je me souvenais d'une phrase cruciale de mon thérapeute, le pouvoir ultime sur un narcissique est la non-réactivité absolue. La vérité n'a pas besoin de cris pour exister. Quand on sait qui l'on est, ce que l'on a construit et sa propre valeur, on n'a pas besoin de hurler face à des gens décidés à ne pas comprendre. J'ai donc gardé un regard fixe, froid et direct sur Carter, et je me suis contenté de lui adresser un sourire très lent, moqueur et glacial. Ce simple sourire imperturbable a brisé son rythme. Carter a bafouillé dans le micro. Il a serré la poignée en plastique de colère, ses articulations blanchissant. Il s'attendait à ce que je crie. Il voulait que je crée une scène pour jouer les victimes et faire intervenir la sécurité pour me jeter à la rue. Mon silence impénétrable était assourdissant, et cela rendait son ego fragile absolument fou. Monsieur Henderson, un homme d'affaires local riche et influent qui siégeait au conseil d'administration de l'association de Carter, s'est levé brusquement de sa table au premier rang. C'était un complice des affaires de mon père, habitué à imposer sa volonté. Carter a tout à fait raison, a crié Henderson, pointant son cigare à moitié fumé vers moi. Carter est un saint dans cette communauté. Il gère une association vitale pour les enfants défavorisés avec un salaire très modeste. Tu as du toupet de te montrer ici après les rumeurs dégoûtantes que tu as secrètement répandues, Julien. Tu devrais te mettre à genoux et supplier tes parents de te pardonner pour éviter un procès majeur en diffamation. La salle a éclaté en chuchotements colériques et en hochements de tête approbateurs. La mentalité de meute toxique s'emparait de la foule. Ma mère affichait un air suffisant, gonflé d'une fierté toxique alors que son fils chéri détruisait son bouc émissaire. Mon père avait les bras croisés, me regardant avec un dégoût visible et total. Carter a levé la main pour calmer la salle, se délectant de l'adoration de la foule. Merci, monsieur Henderson, j'apprécie profondément votre soutien, mais nous ne devrions pas laisser cette malheureuse distraction gâcher la soirée de grand-mère. Nous sommes la famille Vance. Nous restons unis contre la fraude, contre les mensonges et contre quiconque tente de détruire notre héritage. Il rayonnait. Il pensait avoir gagné la guerre ultime, humilié son frère et garanti sa place d'héritier unique. Il était au sommet de son ego. Et puis, les lourdes portes de la salle de bal juste derrière moi se sont ouvertes avec violence. Elles ont été écartées avec une précision militaire qui a instantanément coupé le souffle de l'assemblée. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre Rolex, il était exactement 20h15, pile à l'heure pour l'arrivée d'hommes entraînés et lourdement armés qui sont entrés d'un pas déterminé dans la luxueuse salle. Ils ne portaient pas de smoking, mais des coupes-vents tactiques sombres avec de grandes lettres jaunes réfléchissantes estampillées dans le dos et sur la poitrine. À la tête du groupe se tenait un homme imposant au visage sévère, marqué par des décennies d'enquête criminelle. Suspendu à une chaîne en métal autour de son cou se trouvait une plaque d'argent fédérale étincelante. Ce n'étaient pas des policiers locaux répondant à une plainte pour tapage nocturne, mais des enquêteurs criminels d'élite de la division des fraudes financières et des crimes d'entreprise du procureur général du Colorado. Le groupe de jazz, terrifié par cette intrusion soudaine, s'est arrêté net au milieu d'une note, le violoncelliste laissant échapper un couinement strident de ses cordes. Le silence qui s'est abattu sur la pièce cette fois était fondamentalement différent. Ce n'était pas le silence moralisateur des ragots familiaux, mais le silence tranchant et terrifiant d'un destin judiciaire imminent. L'enquêteur principal, un homme qui s'appelait le détective principal, a complètement ignoré les 150 invités choqués qui le fixaient avec des yeux ronds. Ses yeux froids se sont immédiatement fixés sur la table d'honneur. Il a remonté l'allée centrale, ses bottes tactiques résonnant lourdement sur le marbre poli, tranchant l'atmosphère de fête comme un couteau affûté dans de la soie. Il s'est arrêté directement devant le pupitre où Carter se tenait encore. Mon frère chéri était figé sur place, tétanisé, ressemblant exactement à un cerf pris dans les phares d'un semi-remorque.
Carter Vance, a demandé le détective. Sa voix n'était pas extrêmement forte, mais elle portait une autorité légale brutale et incontestable qui exigeait une soumission immédiate de chacun. Toutes les têtes se sont tournées vers l'enfant chéri. Le visage de Carter, auparavant empourpré de suffisance, est devenu d'une pâleur cadavérique en l'espace d'un battement de cœur. Sa bouche s'est ouverte pour parler, pour inventer un autre mensonge, mais aucun son ne s'est échappé de sa gorge. Le micro sans fil a glissé de ses doigts tremblants et moites pour s'écraser lourdement sur le parquet, émettant un bruit électronique sourd qui a fait sursauter les invités. Carter Vance, a répété le détective et d'un ton sans appel, vous êtes officiellement en état d'arrestation sur ordre du procureur général de l'État du Colorado. Ces mots terrifiants ont frappé la salle de bal comme un coup de poing dévastateur à l'estomac de la famille Vance. Quelque part au fond de la pièce, tante Clara a lâché sa coupe de vin en cristal, dont le bris a résonné sous les hauts plafonds comme un coup de feu. En état d'arrestation, a rugi mon père Richard, s'interposant bêtement pour bloquer le détective, le visage violet de panique. Savez-vous seulement qui nous sommes? Qui a autorisé cette mascarade illégale? C'est un malentendu ridicule. Mon fils est le directeur très respecté d'une association caritative pour enfants. Je vais vous faire retirer votre insigne pour cela. Je vais détruire votre carrière, votre salaire et votre promotion. Je vais vous enterrer, vous et tout votre service, sous un procès civil de plusieurs millions de dollars. Le détective n'a même pas scié face aux menaces creuses de mon père. Il était immunisé contre l'arrogance des hommes riches. Il a détaché calmement les menottes en acier froid de sa ceinture tactique. Il est officiellement arrêté pour plusieurs chefs d'inculpation documentés de fraude électronique fédérale, détournement de fonds d'entreprise, blanchiment d'argent et vol qualifié de fonds fiduciaires médicaux protégés, a déclaré et d'une voix forte pour que chaque invité puisse l'entendre. Ma mère, Eleanor, a poussé un cri strident et théâtral avant de s'effondrer sur une chaise rembourrée. Elle s'est mise à serrer frénétiquement son collier de perles comme si elle faisait une crise cardiaque, incapable d'assimiler la destruction totale de son statut social. Carter a reculé en trébuchant, manquant de tomber sur le fil du micro, ses mains levées dans un geste de reddition pathétique. Non, non, attendez. C'est Julian qui a fait ça. Julian est un pirate informatique hautement qualifié. Mon frère m'a tendu un piège. Il a tout manigancé parce que c'est un raté jaloux qui veut mon héritage, a hurlé Carter d'une voix brisée par une terreur animale. Il a pointé un doigt tremblant vers moi à travers la pièce. Les deux agents fédéraux armés qui flanquaient le détective et sont intervenus rapidement. Ils ont saisi Carter par la veste de son costume de marque, l'ont fait pivoter brusquement et lui ont ramené les bras dans le dos. Le clic métallique net des menottes d'acier se verrouillant autour des poignets de l'enfant chéri a résonné de manière définitive dans le silence horrifié des invités. Gardez vos comptes de fait pour le juge fédéral, Monsieur Vance, a dit froidement en serrant les menottes. Vous avez le droit de garder le silence. Je vous conseille de commencer à l'utiliser dès maintenant. Et c'est à ce moment d'extrême tension que le dénouement le plus stupéfiant de la soirée s'est révélé à l'Assemblée. Grand-mère Béatrice, qui était restée immobile et silencieuse à la table d'honneur durant tout ce chaos, a lentement repoussé sa chaise en bois. Elle s'est levée. Malgré ses 80 ans, elle semblait dominer la pièce, dégageant une autorité naturelle. Elle s'est penchée, a ramassé calmement le micro tombé sur le sol et a tapoté dessus pour s'assurer qu'il fonctionnait toujours. Il ne t'a absolument pas piégé, Carter, a dit Béatrice. Sa voix était claire, ferme et totalement dépourvue de chaleur grand-maternelle. C'était la voix froide et impitoyable d'une femme d'affaires brillante qui avait bâti une immense fortune à partir de rien et qui la protégerait farouchement contre les parasites, même s'ils partageaient son sang. Toute la pièce, y compris les agents fédéraux, s'est figée pour la regarder. Julian n'a absolument rien à voir avec le déclenchement de cette enquête fédérale, a poursuivi Béatrice, ses yeux gris et perçants fixés sur son petit-fils terrifié et menotté. C'est moi qui l'ai fait. Un soupir collectif de stupeur a parcouru la salle de bal. Mon père semblait avoir été frappé par la foudre. Mère, de quoi parles-tu, pour l'amour de Dieu, a-t-il chuchoté, son monde parfait s'effondrant autour de ses chaussures coûteuses. Béatrice a tourné son regard vers mon père Richard, disséquant sa bêtise. Il y a 2 ans, j'ai commencé à remarquer des anomalies financières importantes dans nos comptes familiaux. Carter se vantait nonchalamment de ses vacances luxueuses en Europe, de son nouveau véhicule de sport de luxe et de sa garde-robe de créateur. Je suis une vieille femme, Richard, mais je ne suis certainement pas stupide.
Je sais exactement à combien s'élève le salaire modeste d'un directeur d'association caritative locale. Cela ne permet absolument pas de financer un train de vie de millionnaire sans aide extérieure. Elle a fait une pause, laissant la vérité brute s'imprimer dans l'esprit des invités. Monsieur Henderson, le membre du conseil qui avait défendu Carter quelques instants plus tôt, semblait soudain malade, réalisant sa propre responsabilité juridique. Alors, a poursuivi Béatrice d'une voix forte, j'ai discrètement engagé ma propre équipe d'experts en jury comptabilité à Denver. J'ai ordonné un audit complet des livres de son association. Je soupçonnais qu'il volait les enfants malades et vulnérables qu'il prétendait aimer en public. Mais ce que mes comptables ont découvert était bien pire et bien plus dégoûtant que tout ce que j'aurais pu imaginer. Elle s'est tournée vers Carter, qui pleurait maintenant comme un enfant, son costume froissé et sa fausse dignité détruite à jamais devant toute la ville. Non seulement tu as volé des enfants innocents pour alimenter ton ego pathétique, a dit Béatrice d'une voix descendue dans un registre glacial et mortel, mais tu as illégalement contrefait ma signature personnelle sur des documents bancaires confidentiels. Tu as vidé 25 000 $ directement de mon fonds médical privé protégé. Tu as littéralement volé l'argent destiné à mes soins de fin de vie simplement pour payer la location d'une voiture que tu n'avais pas les moyens de conduire. L'horreur sur les visages de mes tantes, oncles et cousins était incroyable à observer. L'illusion parfaite de l'enfant chéri des vents s'était déchirée pièce par la matriarche elle-même. Lorsque tu as eu l'arrogance d'engager ce détective privé, Victor Sterling, pour fouiller dans la vie de Julian afin de détruire sa carrière, a révélé Béatrice, assemblant enfin les pièces du puzzle pour tout le monde, Monsieur Sterling m'a légalement contacté lors de sa vérification financière. Lorsqu'il a découvert les fonds détournés de l'association, je lui ai volontiers remis toutes les preuves jury-comptables concernant mon fonds médical volé. Nous avons coordonné nos efforts et transmis le tout directement au procureur général pour s'assurer que tu ailles en prison fédérale. Elle a regardé directement ma mère, qui sanglotait de manière hystérique dans ses mains, son maquillage ruiné. Tu as élevé un monstre, Eleanor. Un monstre cupide, prétentieux et arrogant. Et ce soir, l'addition est enfin arrivée. Faisons une pause un instant. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici. Vous êtes vraiment formidable. S'il vous plaît, aidez-moi en aimant la vidéo et en commentant le chiffre ci-dessous pour que je sache que vous m'avez accompagné jusqu'ici. Cela aide non seulement plus de gens à découvrir cette histoire, mais cela me permet aussi de savoir que mes expériences comptent pour quelqu'un. Votre soutien est ma plus grande motivation pour continuer à partager la suite de ce parcours. Les retombées immédiates et chaotiques de la révélation publique brutale de grand-mère Béatrice furent de la folie pure. La salle de bal de l'Oak Ridge Country Club a sombré dans une frénésie de préservation personnelle. Les invités fortunés chuchotaient frénétiquement à leurs conjoints, attrapaient leurs manteaux de fourrure et leurs sacs à main de créateurs, et se précipitaient vers les sorties pour se distancer au plus vite de ce scandale fédéral imminent. Dans le monde impitoyable de l'immobilier commercial local et de la politique des country clubs d'élite, être associé de près à un détourneur de fonds d'associations caritatives était une condamnation à mort sociale et commerciale permanente pour leur réputation et leur contrat d'affaires. Mon père, Richard, a complètement perdu le peu de prise qu'il avait encore sur la réalité. Il s'est précipité vers les agents fédéraux armés, le visage déformé par une panique totale et un désespoir absolu. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas l'arrêter ici devant toutes ces personnes importantes, a hurlé Richard, sa voix se brisant sous la pression. Avez-vous la moindre idée de ce que ce scandale public va faire à mon entreprise immobilière? Les investisseurs vont se retirer de mes contrats en cours. Nous serons ruinés financièrement. Carter, dis-leur que c'est une erreur. Dis-leur que tu vas faire un chèque et tout rembourser avec les intérêts immédiatement. Il ne s'inquiétait pas de l'âme corrompue de son fils ni du fait qu'il soit un voleur avéré. Il ne se souciait pas une seconde des enfants malades qui avaient été dépouillés de leurs ressources vitales. Mon père toxique ne se souciait que de sa réputation sociale fragile, de ses transactions immobilières et de la destruction de son image publique parfaite. Carter, se débattant contre les menottes en acier alors que le détective le poussait vers la sortie, a soudainement craqué. Le masque parfait de l'enfant chéri s'est brisé, révélant l'enfant lâche et faible caché sous le costume coûteux. C'est entièrement de votre faute, a hurlé Carter de toutes ses forces, tournant la tête pour lancer un regard plein de haine à nos parents paniqués, son visage étant trempé de larmes et de sueur. La pièce s'est figée de nouveau devant cet effondrement narcissique en temps réel. C'est vous qui m'avez poussé à faire ça, a hurlé Carter, les yeux fous de panique. Vous avez constamment exigé la perfection de ma part depuis mon enfance.
Vous m'avez forcé à maintenir votre train de vie de country club factice et coûteux. Vous m'avez poussé à acheter cette immense maison dans une résidence sécurisée, à louer des voitures de luxe, à porter des costumes chers pour pouvoir vous vanter auprès de vos amis riches et pathétiques. Mon salaire d'association ne suffisait pas à financer ces mensonges ridicules que vous m'avez forcé à vivre pour garantir mon héritage. Ma mère, Eleanor, a poussé un soupir horrifié en se prenant la poitrine. Carter, comment peux-tu nous dire une chose pareille? Nous t'avons tout donné. Nous avons financé tes études. Nous t'avons donné tout notre héritage et notre soutien. Vous m'avez donné une pression écrasante et insupportable, a craché Carter tandis que les agents le traînaient vers les doubles portes. Vous vouliez désespérément un fil trophée parfait pour frimer devant les voisins. Et j'ai acheté cette illusion pour vous. J'ai volé pour maintenir votre fausse image en vie parce que j'avais peur de devenir une déception comme Julian. Alors que Carter était traîné hors de la salle de bal, ses cris s'évanouissant dans la nuit froide, un silence lourd et toxique s'est installé dans la pièce. Mes parents ont lentement tourné leurs yeux terrifiés et embués de larmes vers moi. Je me tenais toujours calmement près de la colonne de marbre du fond, les mains dans les poches, totalement épargnés par l'explosion qui venait de dévaster leur vie entière. Ils ont réalisé à ce moment désespéré que leur précieux enfant chéri était définitivement perdu pour la justice. Il risquait plusieurs années dans une prison fédérale. Ses actifs financiers allaient être saisis par le gouvernement pour payer les restitutions. Et ils ont soudain compris que le fils qu'ils avaient maltraité, moqué et rejeté, le bouc émissaire qu'ils avaient jeté aux ordures, était maintenant un PDG extrêmement riche avec un salaire d'entreprise de premier ordre. Des équipes d'avocats redoutables à sa disposition et des millions de dollars d'actifs liquides. Mon père a traversé la pièce vers moi, son arrogance passée remplacée par des supplications pathétiques. Julian, a balbutié Richard, les mains tremblantes en s'approchant de moi. Julian, s'il te plaît. Tu dois nous aider maintenant. Tu as une entreprise prospère. Tu as des millions en banque. Tu devais appeler tes avocats immédiatement. Tu dois payer sa caution fédérale demain matin. Nous devons contester cela devant les tribunaux. Nous devons étouffer l'affaire dans la presse locale où nous allons tout perdre. Les rumeurs de divorce parmi nos amis, les poursuites civiles du conseil d'administration en colère. Cela va détruire définitivement le nom d'Evans. Ma mère l'a rejoint en courant, son maquillage coulant sur son visage entraîné sombre, abandonnant la posture cruelle qu'elle avait portée comme un insigne d'honneur pendant 32 ans. S'il te plaît, Julian, c'est ton propre frère. Tu dois le sauver de la prison. La famille, c'est tout ce qui compte. Tu devais protéger l'héritage et la lignée de ta famille. Je les ai regardés. J'ai examiné attentivement les visages terrifiés de ces deux personnes hautement toxiques qui m'avaient causé tant de souffrances durant mon enfance et ma jeunesse. J'ai cherché dans mon âme et je n'ai absolument rien ressenti. Aucune colère résiduelle, aucune tristesse profonde, aucune culpabilité, juste un vide libérateur et froid. Non, ai-je dit. Ma voix était très basse, calme, mais elle a tranché leur panique comme un rasoir sur du papier. Comment ça, non, a haleté mon père, les yeux écarquillés d'incompréhension. Tu as l'argent. Tu as les avocats puissants. Tu peux régler ça. J'ai exactement ce que j'ai péniblement construit à partir de rien après que vous m'avez jeté comme un déchet, ai-je répondu d'un ton dépourvu d'émotion ou de sympathie. Vous m'avez dit ce soir devant tout le monde que le succès construit sur des mensonges n'est pas du succès. Vous m'avez dit que j'étais une déception impardonnable pour cette famille. Eh bien, Richard, Eleanor, je vous suggère de vous regarder attentivement dans un miroir. Votre enfant chéri si parfait est un criminel fédéral avéré qui a volé des enfants malades et sa propre grand-mère âgée pour nourrir vos égos fragiles. J'ai fait un pas en arrière délibéré et symbolique, créant une barrière impénétrable entre ma vie réussie et leur ruine totale. Je ne dépenserai pas un seul centime de mon salaire durement gagné pour libérer un voleur manipulateur et menteur, ai-je déclaré fermement, m'assurant que chaque mot résonne définitivement. Je ne vais pas ruiner ma réputation professionnelle ni risquer mes contrats gouvernementaux classés secrets pour sauver votre héritage immobilier factice. Carter a fait son lit, et vous lui avez fourni les draps coûteux pour y dormir. Maintenant, assumez-en les conséquences. N'essayez plus jamais de m'appeler ou de contacter mon entreprise, sous aucun prétexte. J'ai tourné le dos à mes parents pour toujours, ignorant les gémissements théâtraux de désespoir de ma mère. Je me suis dirigé calmement vers la table d'honneur où grand-mère Béatrice buvait tranquillement son eau gazeuse, nullement perturbée par les lamentations des adultes à côté. Elle a levé les yeux vers moi,
ses yeux gris et intelligents s'adoucissant pour la toute première fois de ma vie. Tu es incroyablement beau dans ce costume coûteux, Julian, a dit doucement Béatrice, un sourire chaleureux et sincère apparaissant sur ses lèvres ridées. Je suis profondément fier de l'homme fort et résilient que tu es devenu. Tu as survécu aux feux qu'ils t'ont fait traverser. Merci, grand-mère, ai-je répondu doucement, ressentant un véritable lien familial pour la première fois. Joyeux anniversaire. 18 longs mois de transformation et de paix incroyables se sont écoulés depuis cette soirée explosive à l'Oak Ridge Country Club. Les retombées publiques de cette affaire ont été aussi brutales et dévastatrices que l'on pouvait s'y attendre. Carter, terrifié à l'idée d'affronter un jury, a plaidé coupable de plusieurs chefs d'inculpation fédéraux graves de fraude électronique, de blanchiment d'argent et de détournement de fonds pour s'éviter un procès public interminable. Il purge actuellement une peine obligatoire de 4 ans dans une prison fédérale de sécurité moyenne située dans un autre État. Mes parents, étouffés par le scandale social et les poursuites civiles de plusieurs millions de dollars intentés par les donateurs de l'association en colère, ont été contraints de vendre leur immense maison coloniale avec une perte financière colossale. Ils ont dû déménager dans un modeste appartement de 2 chambres à la périphérie de la ville, leur héritage immobilier précieux et leur statut de membre du country club étant définitivement détruits et sans espoir de reconstruction. Mais de cette destruction massive, j'ai choisi de construire quelque chose de beau, de durable et de profondément significatif. Lorsque l'association caritative de Carter a déposé le bilan pour faillite, j'ai fait intervenir mes avocats pour racheter légalement l'organisation pour la somme symbolique d'$1. J'ai balayé les fondations corrompues de la fraude de mon frère, limogé le conseil d'administration toxique qu'il avait aveuglément soutenu et rebaptisé l'ensemble du projet. Aujourd'hui, il s'appelle officiellement le Vanguard Digital Youth Fund. J'ai fièrement investi $2 millions de mes propres profits dans cette nouvelle initiative. Nous avons transformé cette fausse association en un programme éducatif légitime et efficace qui propose des ateliers de codage avancé, des formations en cybersécurité et un mentorat technologique précieux pour les jeunes défavorisés et à risque de la région de Denver. J'ai pris l'arme même que ma famille utilisait pour se moquer de moi, mon amour des ordinateurs et du codage, et j'en ai fait une bouée de sauvetage financée et légitime pour des enfants qui méritent une seconde chance dans la vie. Chaque fois que je pénètre dans ce centre d'apprentissage dynamique et que je vois ces enfants construire leur avenir, s'assurer un accès à l'université et une carrière légitime, je sais que j'ai gagné la seule guerre qui comptait. Mon entreprise de cybersécurité, Vanguard Shield, a connu une croissance phénoménale. Nous avons récemment décroché un contrat d'infrastructure classé secret défense de $50 millions avec le gouvernement fédéral, consolidant ainsi mon héritage professionnel. Mais bien plus important que la richesse ou le succès, j'ai enfin trouvé une paix intérieure absolue et profonde. J'ai également rencontré Sophia. C'est une architecte commerciale brillante, indépendante et prospère que j'ai rencontrée lors d'un gala de charité d'entreprise à Denver. Pour la toute première fois de ma vie marquée par les traumatismes, je découvre ce qu'est une relation saine, protectrice et aimante. Il n'y a pas de manipulation de l'esprit toxique, pas de compétition sous-jacente vicieuse et aucun besoin désespéré de prouver ma valeur pour mériter son affection. Il n'y a pas de menace de divorce, pas de dispute amère sur la garde des enfants et pas de conflit d'héritage. Elle m'aime sincèrement pour l'homme que je suis, et non pour le solde de mon compte bancaire ou mon succès public. C'est un dimanche soir calme et incroyablement paisible. Je suis assis confortablement dans la salle à manger joliment décorée et hautement sécurisée de Sunset Manor, la résidence-service de luxe très exclusive où grand-mère Béatrice réside désormais heureuse. J'ai insisté pour payer entièrement les meilleurs soins médicaux et les meilleures conditions de vie disponibles, assurant son confort et sa sécurité absolue pour ces dernières années, protégeant ainsi le reste de son héritage de mes parents cupides. Nous mangeons tranquillement un poulet rôti parfait, sirotons du thé et rions doucement d'un livre dramatique et ridicule qu'elle a récemment lu pour le club de lecture de sa résidence. C'est tout à fait normal. C'est incroyablement calme, sûr et profondément beau. Il n'y a pas de crise agressive, pas de manipulation familiale toxique, pas besoin de marcher sur des œufs pour éviter de déclencher une rage narcissique, et absolument aucune peur persistante, juste un petit-fils aimant et sa grand-mère intelligente partageant un repas paisible ensemble. Après le dîner, je la serre fort dans mes bras, je sors dans la nuit fraîche et vivifiante du Colorado et j'inspire profondément l'air pur. Je m'approche de ma Porsche Panamera noire, la même voiture de luxe que je conduisais au cœur de la tempête il y a 18 mois. Je m'installe confortablement sur le siège en cuir et je vérifie mon téléphone sécurisé avant de démarrer le moteur puissant. Il y a 3 nouveaux messages vocaux frénétiques et incroyablement longs d'un numéro inconnu et bloqué.
Je sais déjà exactement de qui il s'agit sans même écouter les transcriptions. C'est ma mère, Eleanor, utilisant un téléphone prépayé jetable pour tenter de manipuler ma culpabilité d'enfance, me suppliant d'intervenir financièrement dans les procédures d'appel de Carter ou exigeant que je l'aide à payer les dettes de procès de mon père qui les ruine actuellement. Il y a 5 ans, voir un seul appel manqué de ma mère m'aurait instantanément plongé dans une crise de panique paralysante et terrifiante. Mon cœur aurait battu à tout rompre et j'aurais ressenti le poids écrasant de l'obligation. Aujourd'hui, assis dans ma belle voiture, je ne ressens pas le moindre trouble dans ma poitrine. J'appuie calmement et délibérément sur le bouton de suppression, effaçant définitivement sa voix toxique et ses demandes incessantes de ma vie sans même écouter une seule seconde de l'enregistrement. Je démarre le puissant moteur de la Porsche. Le rugissement profond et satisfaisant emplit l'air de la nuit calme et paisible. Alors que je roule tranquillement sur l'autoroute vide vers mon magnifique Pantouse sécurisé, contemplant la silhouette lumineuse et vibrante de la ville, je comprends enfin la vérité profonde sur la vie, les traumatismes et la guérison. La famille n'est absolument pas définie par le hasard purement biologique d'un sang partagé. La vraie famille n'est pas composée de ces personnes toxiques qui vous détruisent systématiquement, qui exigent de vous une perfection absolue ou qui vous utilisent comme un bouc émissaire pour masquer leurs propres échecs personnels et leurs insécurités profondes. La vraie famille, ce sont les personnes fidèles et protectrices qui se tiennent à vos côtés lorsque votre monde s'effondre. Ce sont les personnes bienveillantes qui voient votre véritable valeur et votre potentiel immense quand vous n'avez absolument rien sur votre compte en banque et aucun titre professionnel prestigieux. Et parfois, l'acte d'amour-propre le plus profond et le plus puissant que vous puissiez accomplir est le choix simple, ferme et sans excuse de vous éloigner de la toxicité et de construire de vos propres mains votre propre empire à partir des cendres de votre passé. Carter s'est détruit en essayant de me détruire. J'ai gagné en devenant simplement un homme accompli, serein et qui valait la peine d'être protégé. Si vous êtes allé aussi loin dans la vidéo, je tiens à vous dire merci du fond du cœur pour avoir écouté mon histoire. Avez-vous déjà vécu une situation similaire avec votre propre famille hautement toxique et narcissique? Avez-vous déjà dû couper les ponts avec les personnes qui étaient censées vous aimer et vous protéger? Partagez votre histoire puissante dans les commentaires ci-dessous. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne pas manquer le prochain voyage chargé d'émotions. Restez forts.